Maud, on est une dizaine de jours post-objectif marathon, donc on se revoit pour faire un point. Ton objectif initial, c'était de faire moins de 2h32. Ça se justifiait parce que c'était une qualif directe pour les championnats d'Europe. Ça se justifiait parce que tu avais déjà fait 2h31 au marathon. Puis l'objectif qui aurait été l'objectif de gloire, le plus lumineux, aurait été de faire 2h29. Il s'avère que tu termines deuxième féminine sur ce marathon de Zurich, juste derrière la première, et puis tu termines première Suissesse. En revanche, tu fais 2h33 et puis pas les 2h32. Donc à ce moment-là, 10 jours après, maintenant, quel est déjà ton ressenti, déjà vis-à-vis de la performance, puis après on posera la question de comment ça s'est passé, puis ensuite on viendra sur la préparation. Donc déjà ton ressenti. Alors pour moi, même si la limite n'a pas été atteinte, c'est pas un échec, parce que je sens que j'ai bien récupéré du marathon, et même après le marathon, j'étais pas cassée comme d'habitude. Donc, ça veut dire que la préparation a été bonne. Ça veut dire aussi que ces 2h30, je pense que je les ai dans les jambes. Et c'était juste pas un bon jour où, voilà, j'ai encore pas exactement trouvé la cause de ces douleurs musculaires. Mais pour moi, c'est clair que les 2h30 sont atteignables. Parce que ce jour-là, même, j'étais surprise en bien de ce chrono malgré les douleurs que j'ai eues. D'accord, mais ça veut dire c'est cuit pour les championnats d'Europe ? Il n'y a pas de qualif ou Non. Alors, il y a un système de repêchage qui est via le World Ranking, qui est un système de classement avec des points. Et si je suis dans les 60 meilleurs, je peux aller à ces championnats d'Europe. Surtout que l'équipe suisse aimerait envoyer une équipe, donc ils sont vraiment motivés à envoyer le maximum d'athlètes. Et avec ces championnats suisses, enfin ce marathon qui comptait comme championnat suisse, ça m'amène beaucoup de points et du coup j'ai de bonnes chances d'y aller quand même. De pouvoir faire quand même le championnat d'Europe, voilà. D'accord. Donc si on fait un peu une synthèse, la performance n'est pas exactement celle attendue, c'est 3 ou 4 minutes un petit peu, enfin moins bon, mais la qualification n'est pas amenée aux oubliettes. Et même tu positive dans le sens de te dire c'est la préparation, je pense qu'elle était bonne, mais le jour J, pourquoi ce jour-là j'avais pas les jambes qu'il fallait, et puis ça peut arriver. C'est en gros ta conclusion actuelle. Ouais, alors maintenant, si on vient plus sur le ressenti le jour J, c'est-à-dire c'était quoi tes sensations, c'était quoi qui est passé dans ta tête Alors, au départ, j'étais bien. J'avais fait une préparation superbe. La semaine d'avant, je me suis vraiment bien reposée avec des nuits de sommeil magnifiques, bien mangé. Et puis, sur la ligne de départ, j'étais prête à casser la baraque, comme on dit. Je suis partie sur un tempo, le tempo que j'avais décidé, donc environ 3,30 au kill. Et dès le 4-5e kilomètre, j'ai déjà senti les jambes qui commençaient à s'alourdir. Et ensuite, juste un peu plus loin, 5-6, les quadriceps ont commencé à serrer. Et je me suis dit, c'est bizarre cette sensation, j'ai jamais eu. J'ai pensé que ça allait passer, donc j'ai continué, je me suis accrochée. Et vers le 8-9e, ça commençait vraiment je voyais que ça passait pas, c'était difficile, j'avais de la peine à tenir ce rythme. Je me suis dit, je vais déjà jusqu'au 10 kills parce qu'on faisait une petite boucle dans la ville et après on partait le long du lac. Donc je fais la petite boucle et là j'ai quand même décidé, je me suis posé la question si j'allais arrêter à ce moment-là parce que je sentais que j'allais pas pouvoir tenir ce rythme jusqu'au bout. Finalement, positive comme je suis, je me dis ça va certainement passer et puis c'est bête d'arrêter à 10 km alors que j'ai fait 4 mois de préparation pour ça. Donc je pars le long du lac. Je vois que le chrono n'est pas si mauvais, que malgré ces douleurs aux cuisses, j'arrive quand même à tenir plus ou moins le tempo. Donc je reste positive, je me dis que c'est pas grave si j'ai 1 ou 2 minutes de plus au final, ou peut-être que j'arriverai à rattraper par la suite. Au semi-marathon, je passe en 1:15 et quelques secondes, donc je suis encore dans mes chronos. Donc ça me motive. En plus, je sais que je suis encore première Suissesse, deuxième au scratch. Donc je continue. Ensuite, on tourne et on revient. Donc c'est toujours bien pour la tête parce qu'on est sur le chemin du retour. Et je me dis que j'arrêterai certainement au 30e parce que je vois que je dois ralentir. Je suis à 3,40, 3,45 au kill.
Donc là, je me dis, ouais, c'est bon, je vais faire 2h40 et plus, ou 2h40 au marathon. Donc je vais arrêter au 30e. Et puis au 30e, on se dit, c'est bête, il reste que 10 kills. Allez, on va jusqu'au bout. En plus, je suis toujours devant. Hein. Voilà, et personne ne me rattrape. Donc voilà, c'est toujours motivant. Et puis au moins, je le finis, même si je fais 10 minutes de plus. Et puis voilà, à la fin, c'est vraiment, vraiment difficile. Je sais que je suis loin de la première dame. Et en fait, 200 mètres avant d'arriver, je vois la première dame qui est juste devant moi, mais c'est pas possible de sprinter. Il lui reste 100 mètres avant de passer la ligne. Si on pouvait faire 1 ou 2 kilomètres. Exactement, ça aurait été beau, même que j'étais cuite. Mais elle était encore plus cuite que moi. Elle a vraiment eu une défaillance sur la fin. Et voilà, je finis à 27 secondes d'elle. Mais heureuse d'avoir terminé, parce que ça a vraiment été une lutte contre moi-même. Ça a été vraiment l'ange et le diable durant toute la course. Donc très contente et surprise d'avoir fait 2h33 et quelques secondes, quoi. Je rappelle quand même, si on prend les statistiques, bien sûr, c'est un peu moins présent chez les meilleurs coureurs que sur le reste de la population, mais si on fait les statistiques de ce que les personnes souhaitent faire, de ce qu'elles vont faire sur le marathon, et puis qu'on prend prenons, même acceptons 4 minutes par rapport, si tu avais eu les 2h29, eh bien, il n'y a que 20% des coureurs qui vont réaliser la performance égale à plus ou moins 4 minutes, pour reprendre ta situation, à ce qu'ils avaient imaginé. Donc ce que tu te dis, parce que c'est vrai qu'il y a à la fois la sensation interne qui est horrible, parce que tu dis merde, normalement c'est 3,30, là je prends 1 km/h dans la vue, ça fait 1 km là, comme sur la fin, ça fait plus d'1 km à l'arrivée quand même, 4 minutes à la vitesse. Donc il y a une partie de nous, puis c'est ça la discussion interne, qui se dit non mais laisse tomber, si c'est pour faire ça, autant s'arrêter, souffrir pour faire un truc qui est pas bon. Et puis il y a quand même l'autre partie qui est le fait de se dire, toi si tu reprends sur 10 minutes, sur 10 km, t'es 15 secondes au kilomètre, au final ça fait que 2 minutes 30. Et donc tu te retrouves quand même dans la situation des 20% de gens qui considèrent qu'ils ont réussi leur marathon. Donc c'est comme toujours, quand on est dans cette situation-là, le verre il est à moitié vide ou à moitié plein. Exact. Ouais. Et donc dans ce débriefing, on sent bien cette notion de moitié vide, moitié plein. Mm-hmm. Maintenant, si on vient sur peut-être les explications, alors c'est des hypothèses, on n'en sait rien du tout en fait. Qu'est-ce qui fait? Des fois, on se dit, on ne peut pas tout comprendre, ce jour-là, c'était moins bien. Est-ce que dans ta préparation, il y a des choses qui ressemblent, tu as dit que c'était la première fois que tu ressentais ça au bout de 7-8 km, ces jambes qui soient lourdes. Est-ce que dans ta préparation, tu as eu d'autres situations qui s'approcheraient de ça? Ou alors si c'est juste, non, pas de bol ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça n'a pas été. Alors effectivement, j'avais eu, lors de ma dernière sortie longue, donc 2 semaines avant le marathon, j'avais ressenti les mêmes sensations, un tout petit peu moins présentes, parce que j'allais moins vite aussi, mais j'avais eu cette sensation durant toute la sortie, et j'avais mis ça sur le fait que j'avais été malade quelques jours avant. Mais je pense que, pour l'instant, c'est la seule hypothèse que j'ai, ce serait les chaussures, avec ce gros effet rocker que j'adore, en fait, parce que ça me soulage mon tendon d'Achille. Mais j'ai l'impression que c'est ça qui me fait plus de contraintes sur les quadriceps, parce que ce jour-là, j'avais utilisé ces chaussures. Et lors de mes autres sorties longues, j'avais utilisé d'autres chaussures. Donc voilà. Plus à plat. Plus plates, ouais, exactement. Et puis j'avais aussi eu ces sensations lorsque j'en avais fait le test d'effort ici. Mais comme c'était plus court, voilà, on peut toujours. Mais c'était avec les mêmes chaussures. Avec les mêmes chaussures, exactement. Donc c'est pour ça qu'en réfléchissant, je me suis dit, peut-être que ça vient de ces chaussures. Parce que les 3 fois où j'ai ressenti ces douleurs, c'était avec les mêmes chaussures. Donc on pourrait se dire, en soi, il pourrait y avoir, en tout cas quand on prend toutes les informations, on pourrait se dire qu'il peut y avoir deux causes. La première, ce serait une cause mécanique liée aux chaussures qui t'enlève de la pression sur le tendon d'Achille, mais qui te augmente de la tension au niveau des quadriceps. Donc une cause plutôt mécanique. Ces chaussures, c'est très compliqué de savoir en termes biomécaniques ce que ça va induire, parce qu'il y a des gens, ça ramène plus terrien, d'autres plus aérien. La seule grande tendance, c'est qu'elle ramène un petit peu plus d'amplitude que les autres chaussures. Toi, tu as déjà une foulée qui est assez ample pour ta taille. Et donc, un petit peu plus d'amplitude avec déjà une foulée ample, on pourrait se dire, est-ce que c'est pas plus de force à l'appui et que cette force elle soit prise dans les quadriceps? Donc, explication possible biomécanique. Une deuxième explication serait plus métabolique.
En gros, tu as fait un bon entraînement, mais tu es arrivé, peut-être, c'est une hypothèse, à la limite de la fatigue. Tu as chopé un petit truc qui passait par là, et puis tu t'en es pas complètement remis. Et alors pourquoi je dis ça? C'est une hypothèse, de nouveau. Parce que plein de fois, on voit dans la préparation des marathons ce système-là. Quand je prépare un objectif, c'est toujours la manière dont notre corps il vient distribuer l'énergie, c'est toujours une rencontre de ce que le corps a comme énergie, de ce que la tête décide qu'il faut mettre. Donc en général, pour quelqu'un qui prépare un marathon, la tête, elle dit il faut mettre beaucoup. C'est la même chose que si tu as un devoir à préparer, il veut dire tu vas dormir moins et puis tu vas donner plus d'énergie, donc tu vas aller chercher dans un endroit où c'est un petit peu plus protégé d'habitude. Et là, en général, la préparation se passe bien. Puis au moment où commence le tapering, donc la personne sait que maintenant elle va pouvoir un petit peu récupérer, la tête lâche, se dit c'est bien, j'ai bien travaillé. Et il s'opère une bascule qu'on appelle une bascule parasympathique, où d'un coup la tête lâche, le corps reprend ses droits, donc il rentre dans un système plus tranquille, il se met à dormir un petit peu plus, il se met à demander un petit peu plus de manger. Et puis, en général, les sensations sont un petit peu moins bonnes à ce moment-là. Très souvent d'ailleurs, à ce moment, le sportif peut avoir tendance, selon son tempérament, à perdre un petit peu confiance parce qu'il sent que les sensations sont un peu moins bonnes. Alors, comme toi, tu es très positive, dès que tu as les sensations un peu moins bonnes, tu laisses ça un peu de côté, tu te dis de toute façon, j'ai fait une bonne préparation. Mais disons qu'on a vu tellement de fois cette bascule dans les 15 derniers jours, parasympathique, c'est juste, je me suis bien préparé, mais ça est un peu trop haut avec une bascule, le temps du tapering, donc le temps de la récupération qui vient de manière un petit peu trop brutale. Et très souvent, alors de nouveau par expérience, ça donne exactement ce que tu as vécu. C'est-à-dire, ça te donne des objectifs ou une course finale qui est moyenne. C'est ni catastrophique, ni génial. Parce que quand même, dans ces 15 jours, le corps, il a récupéré. Ouais. Mais il n'est pas ressorti du parasympathique. Il n'y a pas eu les 2-3 séances qui m'ont réactivé et qui redonnait cette espèce d'accord majeur entre la tête et puis le corps qui a récupéré son énergie et la tête qui a fait rebasculer dans le système orthosympathique. Est-ce que dans ce que je viens de dire, j'ai pas dit que c'était ça qui s'était passé, j'ai dit juste, je l'ai tellement vu de fois, avec ce fameux 15 jours avant, je suis génial, la dernière séance qui passe un peu limite, puis bam, je bascule dans un versant où là j'ai besoin de récupérer et qui donne une performance moyenne, que je me pose la question en ce qui te concerne. Est-ce que ça te semble quelque chose qui a du sens ou c'est-à-dire ces 15 derniers jours, tu as dit que tu dormais plus. Est-ce qu'il y avait aussi que tu sentais que tu avais un petit peu plus faim? Est-ce qu'il y avait les autres paramètres que je viens de te donner? Alors je me retrouve totalement dans ce que tu viens de dire. C'est exactement ça. Ma tête, elle lâche. Mon corps, je sens qu'il relâche. Je sens que, comme tu dis, je dors beaucoup plus. Je mange aussi plus. Voilà, donc c'est exactement ce que tu as décrit. Après, on a quand même conservé avec mon coach des séances avec un peu d'intensité pour garder au fait un rythme et une tonicité au niveau du corps. Peut-être pas assez, voilà, effectivement, mais je sais qu'avant des gros objectifs, moi je fonctionne comme ça, c'est que je relâche vraiment, physiquement, psychologiquement. Et c'est peut-être quelque chose à creuser. Est-ce que tu avais le sentiment que c'était plus cette fois ou La même chose. À peu près la même chose. Donc ça veut dire que tu ne mettrais quand même pas de correspondance dans ce cas-là. Après, ouais, c'est difficile à dire. Est-ce que j'ai fait deux jours de plus de pause ou peut-être, voilà. Alors très souvent, si c'est ça en fait, si c'est ce qui est retenu comme hypothèse possible, parce que c'était nouveau, il faut quand même, jusque-là, si ça a toujours marché en faisant comme ça, il faut toujours continuer. Ça, c'est évident. Alors peut-être que je pourrais faire encore mieux, chaque fois je relâche trop. Et... Alors, non, si c'est vraiment ça, s'il y a ce système qui vient là, qui fait que le jour J, parce qu'il faut toujours différencier, la base c'est j'ai réussi ou j'ai pas réussi. Et des fois j'ai réussi moyen, des fois j'ai réussi très très bien. Et donc, toujours pour un sportif de haut niveau, ce qui fonctionne, je vais venir le garder. Donc, si je sais que récupérer 15 jours avant, puis que j'ai cette descente, et puis que je sais remonter au bon moment, je ne vais pas changer. Maintenant, si on peut se dire, tiens, cette fois, est-ce que j'ai mis plus de temps à remonter? Donc, on va chercher la cause, et puis surtout se dire, comment je vais faire la fois d'après. Donc, une manière simple, c'est par exemple, non pas le faire à 15 jours, mais le faire à 20 jours, ce temps où je redescends complètement, ce qui m'offre 4 ou 5 jours
pour repartir un peu plus dans le versant orthosympathique. Donc de mettre le tapering un peu avant. Ce que tu as fait, c'est ce qui est la proposition de base de la séance, c'est de venir sur 10-15 jours diminuer le volume, on le divise par 2, puis on garde de l'intensité, c'est le tapering classique. Je répète, j'ai tellement vu de fois que la personne monte un petit peu trop dans les tours, puis n'arrive pas dans les 15 jours à venir ressortir, que dans ce cas-là, ce que l'on fait, c'est qu'on met la récup un peu plus tôt, puis on fait ressortir avant le marathon. C'est-à-dire qu'on remet des séances assez dynamiques, par exemple le dimanche, le lundi ou le mardi, qui précèdent le marathon, pour que de nouveau ce soit rebasculé dans le système orthosympathique. Donc c'est un éclairage supplémentaire. Alors en général, on a ça qui se passe quand il y a eu quelques modifications du côté de l'intensité dans l'entraînement. C'est-à-dire ce qui crée ça, c'est pas tant le volume, c'est un peu plus d'intensité. Si on reprend maintenant ton entraînement tel que tu les as réalisés, tu arrives à redonner 2 mots sur quels ont été les petits changements que tu as opérés. Ce n'étaient pas des changements radicaux. Hein. Oui, alors un peu plus de footing long, de petits footings de récupération, alors qu'avant je les faisais un peu trop rapide ou un peu plus long, environ 1 heure, alors que là c'était plutôt 40 minutes avec vraiment à 4,30, 4,45 au kill, donc plus longue d'habitude. Et puis des séances aussi un peu plus, des séances spécifiques marathon un peu plus variées, donc au lieu de toujours faire des 3x10, 3x12, 3x15 minutes, plutôt des 1 km, des 3 km, des pyramides 3, 4, 5, 4, 3, des minutes aussi. Tu dis pyramide, c'est-à-dire que tu mettais, ce que tu ne faisais pas jusque-là, tu mettais des phases d'intensité spécifiques au marathon. Ça, c'est deux manières de faire. On ne sait pas laquelle est la meilleure, il n'y en a pas en soi de meilleure, mais selon les tempéraments des entraîneurs, il y a des entraîneurs qui vont dire on garde le spécifique pour des séances spécifiques sur 1 heure, 1 heure et demie par exemple, si c'est de l'allure marathon, et puis les séances longues, donc les séances à 2 heures ou à 2 heures et demie selon les athlètes, eh bien on va les faire en lent, donc en dessous de l'allure marathon. Ça c'est la première option qui est une option plus classique, plutôt les entraîneurs légèrement plus âgés. Puis maintenant, chez les nouveaux entraîneurs, il y a plus le fait de dire on doit respecter le spécifique. Quand on fait une séance longue, dedans, on met de l'allure spécifique. C'est un des changements que tu as opéré, qui aurait l'avantage d'être plus exactement comme est la course, puis qui pourrait avoir le désavantage, parce que ça s'appelle la charge. La charge, c'est quoi? C'est le volume que multiplie l'intensité. Donc je garde le volume, puis je monte l'intensité. Donc ces séances plus spécifiques pourraient avoir comme désavantage de fatiguer un peu davantage. Ça, c'est un des changements en fait, que tu as opéré. Hein. Oui, alors je faisais, c'était plutôt le changement sur le type de séance. Là, quand je faisais des 2, 3, 4 km, c'était plutôt sur des 1h30, 1h45. Et après, je faisais, comme d'habitude, ma séance longue, donc le dimanche. Donc entre 2 heures, 2 heures et quart. Et là, on incluait aussi de l'allure spécifique marathon. Par contre, ce qui changeait, c'est qu'avant, je faisais 1 heure d'endurance et puis peut-être, je faisais 40, 50 minutes de, pas tout à fait d'allure marathon, un peu plus haut, un peu plus en dessus de l'allure marathon. En dessus? En dessus, pardon, donc plus long, pardon. Plus long. Okay. Et puis les 5 dernières minutes, allure marathon. Alors que là, cette année, on faisait environ 10 km d'endurance, environ 40-50 minutes d'endurance. Ensuite, on accélérait un petit peu, donc à 3,45, 3,50 au kilomètre. Et ensuite, on accélérait encore, donc on faisait une séance progressive pour avoir au final les 8 derniers kilomètres aux allures marathon. Donc vraiment une séance progressive, et ça, je ne le faisais pas avant. D'accord. Donc si on devait traduire les changements qui ont été opérés au niveau de l'entraînement, quand même l'architecture de base est restée la même, avec un petit peu plus d'allure spécifique dans le volume, et puis plus de variété et un petit peu plus de temps, enfin donc on appelle polarisé, c'est-à-dire des temps dans lesquels je vais sortir vraiment pour souffler, 30 ou 40 minutes, qui normalement sont supposés compenser l'intensité supplémentaire que j'amène dans mon entraînement. Donc c'est un entraînement qui restait quand même assez autour de l'allure spécifique, mais un peu plus polarisé que ce que tu faisais avant. Exact. Voilà. Donc, et en soi, si je conclue ce qu'on vient de dire, en même temps
il y a une très légère frustration, c'est 2 ou 3 minutes de moins que ce que je voulais. En même temps, tu me dis, hein, si, juste, mais en même temps, tu ressens une certaine joie parce que tu ressens un potentiel que peut-être tu n'as pas senti jusque-là. Tu dis, mais oui, je les ai dans les jambes, ça. Et puis en même temps, une interrogation sur 2 points qui sont le rapport de cette allure spécifique. Est-ce qu'il faut continuer du spécifique dans le long, par exemple? Ça pourrait me faire du bien, mais en même temps un petit peu plus me fatiguer. Donc il y a la gestion de l'énergie par la gestion de la charge, entre volume et puis intensité, et la deuxième point d'interrogation. Puis après, on a quelques mois devant nous pour venir un peu les régler, les discuter avec Maël, ton entraîneur, qui est la partie plus mécanique, de venir s'assurer que ces chaussures, elles participent bien de ce qu'on leur donne ou pas. C'est-à-dire, est-ce que oui ou non, ça passe bien sur les chaussures, l'aspect mécanique qui viendrait charger davantage les cuisses. Et donc ça, c'est rendez-vous au prochain épisode. Merci beaucoup, Maud. Avec plaisir.